et bienvenue sur Un des Droits. Est-ce que Covid-19 peut être reconnu comme une maladie professionnelle ? Alors pourquoi la question se pose ? Parce que le gouvernement, le ministère du Travail a publié un communiqué de presse qui annonce que vont être mis en place 2 mécanismes spécifiques qui vont permettre la reconnaissance de Covid-19 comme une maladie professionnelle. Dans le texte ci-dessous, vous retrouverez le lien d'ailleurs vers ce communiqué de presse du ministère du Travail. Je voudrais vous rassurer tout de suite, et je vous l'expliquerai en détail à la fin de cette vidéo, de ce podcast, on peut parfaitement faire reconnaître Covid-19 comme une maladie professionnelle à l'heure actuelle, sans attendre le décret que nous promet le gouvernement, tout simplement en utilisant les textes qui sont actuellement en vigueur. Mais dans cette vidéo, je voudrais d'abord analyser avec vous ce communiqué de presse, vous expliquer en fait quels sont les aspects novateurs dans les annonces qui viennent d'être faites, pour les mettre en perspective avec ce qui existe déjà. Évidemment, cette vidéo, elle va faire l'objet d'une mise à jour lorsque le gouvernement aura publié son décret. Donc une fois n'est pas coutume, mais je pense que ça vaut le coup de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Comme ça, vous serez informé immédiatement lorsque je ferai la prochaine vidéo. Analysons maintenant donc ce communiqué de presse. D'abord, quel est l'objectif du gouvernement ? Qu'est-ce que le gouvernement souhaite faire ? Eh bien, il veut mettre en place une procédure simple pour faire reconnaître Covid comme une maladie professionnelle. Si vous relisez le communiqué de presse, vous verrez qu'il est écrit « On veut éviter des procédures complexes de reconnaissance de Covid-19 ». Et ça pose déjà une question, c'est si on veut créer une procédure simple parce que les procédures existantes sont complexes, eh bien est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplifier ? Vous voyez qu'avec Covid, on nous bassine, il n'y a pas d'autre mot, sur ce que va être le monde d'après. Eh bien, est-ce que dans le monde d'après, pour toutes les maladies professionnelles, est-ce qu'on ne pourrait pas faire simple ? Est-ce qu'on ne pourrait pas supprimer toutes les complexités existantes ? C'est déjà un vaste débat, je ne voudrais pas rentrer là-dedans, mais vous voyez que déjà la première annonce que vous voyez dans ce communiqué de presse, elle pose déjà des questions sur ce qu'on pourrait faire. Deuxième chose qui est très importante, deuxième question, c'est qui est concerné par ce nouveau mécanisme, ces nouveaux mécanismes qui vont être mis en place. Et là, il y a en fait 2 catégories très distinctes de publics qui vont être concernés. La première catégorie, ce sont les soignants qui ont une forme sévère de Covid-19. Alors, dans les soignants, vous avez, dans son sens le plus restreint, les soignants eux-mêmes, c'est-à-dire les médecins, les infirmières, toutes les personnes qui, dans l'acte de soins, sont en contact direct avec les malades et qui sont donc très exposés à Covid-19. Mais on ajoute également aux soignants les personnels non soignants des établissements sanitaires et les personnels non soignants de transport des personnes qui sont atteintes. Et cette catégorie-là, cette deuxième sous-catégorie, vous voyez, elle est logique parce que leur exposition à Covid-19, leur exposition au risque, comme on dit, elle est la même si eux, ils ne soignent pas. Et je voudrais juste faire une toute petite digression. Dans le théâtre classique, vous savez qu'il y a cette règle des 3 unités. L'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action. Eh bien, vous voyez bien que pour les 2 premières catégories, les soignants et le personnel non soignant des établissements sanitaires ou des transports des personnes qui sont atteintes par le Covid, il y a bien cette unité de temps, de lieu et d'action et il n'y a aucune raison de traiter les soignants et ces personnels non soignants de manière différente. Dernière sous-catégorie, chez les soignants, vous avez enfin les professionnels de santé libéraux. Qu'est-ce que c'est que les professionnels de santé libéraux ? Ce sont les médecins de ville, avant tout les médecins du secteur 1, les généralistes, et peut-être dans une moindre mesure ceux du secteur 2, les spécialistes. Et si vous reprenez les règles du théâtre classique, vous voyez bien que là, il n'y a pas une unité de lieu, parce que tout n'est pas à l'hôpital, par définition, ils sont en ville, d'accord ? Mais vous avez toujours cette unité de temps. Ils ont été exposés pendant la pandémie, et une unité d'action, c'est le serment d'Hippocrate, c'est le fait de soigner des gens, les médecins de ville comme les médecins à l'hôpital, ils sont là pour soigner les gens, et ils sont, par la force des choses, exposés à Covid-19.
Et donc vous voyez qu'à travers cette première catégorie, vous avez une catégorie qui est assez homogène. Et c'est ça en fait qui la caractérise, cette première catégorie. Vous avez ensuite une deuxième catégorie, ce sont ceux qu'on appelle couramment les premières lignes, c'est-à-dire les non-soignants qui ont travaillé pendant le confinement. Et il ne faut pas sous-estimer l'ampleur de cette autre catégorie, d'accord ? C'est les salariés des commerces alimentaires, les transporteurs, les agriculteurs, les forces de l'ordre. En nombre, c'est peut-être autant, voire plus que le personnel soignant. Et donc, il faut garder en tête que ces deux catégories, elles sont a priori d'égale ampleur. Mais ce qui caractérise cette deuxième catégorie, c'est qu'elle est hétérogène. D'accord ? Il y a peu de points communs entre le travail d'un agriculteur et le travail d'un policier. Donc vous voyez bien que là, dans cette catégorie-là, si vous reprenez les règles du théâtre classique, il n'y a pas d'unité de temps, il n'y a pas d'unité de lieu et il n'y a pas d'unité d'action. Et ceci explique pourquoi les solutions qui sont avancées par le gouvernement pour ces deux catégories, eh bien ce sont des solutions très différentes. Alors, qu'est-ce qui est justement propose le gouvernement ? Pour les soignants, le gouvernement propose de créer un nouveau tableau des maladies professionnelles. Et pour les salariés de première ligne, on va créer un comité unique de reconnaissance pour Covid-19. Alors, je voudrais revenir sur ces deux points, d'accord ? Et surtout, vous voyez, en droit, la question fondamentale, c'est toujours la question du pourquoi. Ça amène à se poser plusieurs questions. Première question, c'est pourquoi un nouveau tableau ? Et la question qui en est le corollaire, c'est pourquoi ce tableau est-il réservé aux soignants ? Autre question qui vient juste après, c'est pourquoi on crée un comité unique pour les premières lignes ? Qu'est-ce qu'il a d'unique ce comité ? Et dans un cas comme dans l'autre, quels sont les enjeux concrets pour les victimes de Covid de pouvoir bénéficier d'un nouveau tableau ou de ce comité unique ? Et dernière question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on fait ça maintenant ? Et quelque part, quand on se pose cette question, on se demande aussi pourquoi est-ce qu'on le fait si tard ? Et vous allez voir que ça pose quelques problèmes en matière de rétroactivité de la loi. A priori, la loi, elle ne peut pas être rétroactive, donc on voit pas très bien comment tout ce qui vient d'être annoncé pourrait concerner les soignants et les premières lignes qui ont été contaminés par Covid lors de la première vague de la pandémie. Mais revenons maintenant donc sur le nouveau tableau et ce comité unique. Pour le nouveau tableau pour les soignants, je vais essayer de vous expliquer d'abord quels sont les tableaux existants des maladies professionnelles et comment ça fonctionne, un tableau des maladies professionnelles. Un tableau des maladies professionnelles, en fait, si vous remplissez les conditions du tableau, il y en a 3, et je vais revenir sur ces 3 conditions, mais si vous remplissez les conditions du tableau, vous bénéficiez de ce qu'on appelle la présomption d'imputabilité. La présomption d'imputabilité, ça veut dire qu'en fait, on considère que la maladie dont vous avez été atteint, elle est d'origine professionnelle, d'accord ? Mais c'est une présomption qui est simple, c'est-à-dire qu'on peut combattre cette présomption. Donc, on présume que cette maladie, elle a une origine professionnelle, sauf si la caisse primaire d'assurance maladie ou l'employeur parviennent à rapporter la preuve du contraire, parviennent à prouver qu'en réalité, cette maladie, elle est présumée d'origine professionnelle, mais en réalité, là, au cas d'espèce, on peut démontrer qu'elle est attribuable, qu'on peut l'attribuer à quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec le travail. D'accord ? Donc c'est ça la présomption d'imputabilité, et les tableaux, en fait, y permettent aux salariés de bénéficier de cette présomption d'imputabilité. Je vous ai dit, dans les tableaux, il y a 3 colonnes. Donc je vous prends un exemple d'un des tableaux existants, le tableau 10 bis qui concerne l'acide chromique. Et vous voyez que la première colonne, c'est ce qu'on appelle la désignation des maladies. Alors, dans le cadre de Covid-19, si l'on en croit le communiqué de presse, eh bien, il y aura évidemment la maladie, ça sera Covid-19, mais ça sera la forme sévère de Covid-19. Donc c'est ça que, en fait, le gouvernement va essayer de définir, c'est à partir de quel seuil on est dans une forme sévère de Covid-19. Donc ça sera la première colonne, elle sera très simple, il y aura juste, a priori, qu'une seule cellule dans ce tableau.
La deuxième colonne du tableau, c'est ce qu'on appelle le délai de prise en charge. Alors qu'est-ce que c'est le délai de prise en charge? En fait, en termes médicaux, c'est la période d'incubation. C'est la période qui sépare la fin de l'exposition au virus et l'apparition de la maladie. Et là, en l'occurrence, l'apparition de la forme sévère de Covid-19. La définition que donne la Cour de cassation et que vous retrouverez sous cette vidéo, ce podcast, je vous donnerai les références exactes, par exemple, de cet arrêt de 2017. Le délai de prise en charge, pour la Cour de cassation, c'est la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et faire l'objet d'une constatation médicale pour pouvoir être indemnisé au titre des maladies professionnelles. Voilà, c'est ça la définition exacte du délai de prise en charge. Et ce délai de prise en charge, il peut s'exprimer de différentes manières. Il peut être exprimé en jours, par exemple, c'est l'exemple que vous avez sous les yeux. Il peut également être exprimé en mois, voire même en années. Et je vous donne par exemple les maladies de l'amiante, eh bien le délai de prise en charge, c'est de 35 à 40 ans. D'accord ? Pour Covid-19, le délai de prise en charge va être un délai de 14 jours, parce que scientifiquement, on sait que période d'incubation, entre le moment où vous avez été exposé au virus et le moment où la maladie se déclare, c'est un délai qui n'excède pas 14 jours. Et enfin, la troisième colonne de tous les tableaux des maladies professionnelles, c'est la liste limitative des travaux qui sont susceptibles de provoquer la maladie. Et vous comprenez maintenant pourquoi, en fait, on a isolé cette première catégorie, qui est celle des soignants et de tous ceux qui sont assimilés aux soignants. Tous les soignants des établissements sanitaires et médico-sociaux, tous les personnels non soignants qui travaillent dans ces structures, vous voyez que c'est une catégorie qui est homogène. Là, dans cette troisième colonne, en fait, le gouvernement va décrire en fait toutes les personnes qui travaillent dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc, vous voyez que là, on vient de répondre à deux des questions qu'on s'était posées. Pourquoi est-ce qu'on va créer un nouveau tableau? Et pourquoi ce tableau, il est réservé aux soignants? On avait une question supplémentaire, c'était pourquoi est-ce que l'on va créer un comité unique pour les premières lignes? Alors, là encore, il faut que je revienne sur le mécanisme des autres maladies professionnelles. Pour les autres maladies professionnelles, vous avez ce qu'on appelle les maladies qui sont hors tableau. Quand vous regardez dans le code de la sécurité sociale, vous avez toute une série de tableaux qui décrit un grand nombre de maladies, mais vous avez des maladies qui ne sont... ces tableaux-là, ils sont pas exhaustifs. Donc on admet que s'il y a une maladie qui n'est pas dans un des tableaux des maladies professionnelles, on peut quand même faire reconnaître son origine professionnelle. Et ça, c'est expliqué en fait à l'article 461.1 du Code de la Sécurité sociale. Je vous mentionnerai le lien sous cette vidéo et sous ce podcast. Mais retenez l'idée très simple suivante. Pour qu'une maladie hors tableau soit reconnue comme une maladie professionnelle, il faut arriver à démontrer, et c'est ça le critère juridique, qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Et qui va trancher cette question de savoir est-ce que la maladie, elle est en lien de causalité avec le travail habituel de la victime? Eh bien, c'est un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, un CRRMP, qui va trancher cette question. Et, comme son nom l'indique, c'est un comité régional. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième condition, en fait, pour pouvoir faire reconnaître une maladie hors tableau comme une maladie professionnelle, il faut que cette maladie, elle engendre chez la victime un taux d'incapacité qui est supérieur à 25%. Et ça, ce taux d'incapacité, c'est la caisse primaire qui va l'évaluer elle-même. Donc voilà le mécanisme qui est assez simple en somme, qui permet de reconnaître une maladie hors tableau comme une maladie professionnelle. On passe devant un comité régional pour que le comité régional détermine si la maladie elle est bien causée par le travail habituel de la victime. Et d'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie évalue le taux d'incapacité de la victime. Et si ce taux d'incapacité est supérieur à 25%, alors la maladie hors tableau est considérée comme une maladie professionnelle. Qu'est-ce qu'on va faire avec Covid-19 ? Avec Covid-19,
le gouvernement annonce qu'il va créer un comité unique de reconnaissance nationale dédié au Covid-19. Donc vous avez compris pourquoi c'est novateur que ce soit un comité qui est unique, parce qu'à l'heure actuelle, vous avez des comités régionaux. Alors là où ça commence à devenir un peu plus discutable, c'est que lorsque vous lisez ce communiqué de presse, il est écrit noir sur blanc qu'on va créer un comité unique pour assurer l'homogénéité du traitement des demandes. Et quand on lit ça, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça veut dire qu'en creux, ça veut dire que pour les autres maladies professionnelles à l'heure actuelle, eh bien, c'est pas homogène. D'accord ? C'est pas homogène parce que, en gros, chaque comité régional est susceptible d'avoir une appréciation différente. Et ce genre d'affirmation, ça fait un peu froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos, pourquoi ? Parce que il y a, par exemple, un des tableaux qui malheureusement est beaucoup appliqué, c'est le tableau de l'amiante. Les maladies des tableaux de l'amiante, c'est des maladies incurables. Quand vous avez ces maladies-là, elles dégénèrent et à la fin, vous mourrez. Donc c'est quand même étonnant que pour Covid-19, qui certes dans ses formes sévères peut être très grave et peut conduire au décès des gens, d'accord, mais c'est quand même gênant que pour Covid-19, on dit on va créer un comité unique pour assurer l'homogénéité des traitements des demandes, et que pour l'amiante, on se dise finalement c'est pas très grave si c'est hétérogène. Vous voyez que dans le monde d'après, on pourrait mettre tout le monde à pied d'égalité et avoir des comités uniques qui statuent de manière homogène pour tout le monde. Deuxième chose qui est écrite dans le communiqué de presse et qui, elle, aussi m'interpelle un peu, c'est que le gouvernement va faire des recommandations pour faciliter la reconnaissance de Covid-19 dans sa forme sévère comme étant une maladie professionnelle. Alors, ces recommandations, en fait, vous voyez, on peut les imaginer déjà un peu aujourd'hui. Par exemple, ça peut être de dire s'il y a d'autres salariés qui ont été contaminés sur un même lieu de travail, a priori, on va considérer que tous les salariés ont été contaminés sur leur lieu de travail. On peut également penser que ça peut être, vous êtes dans un métier où vous êtes en contact avec du public et vous avez fait ça dans une zone où le taux de contamination était très élevé, par exemple une caissière dans l'est de la France, a priori, c'est que vous avez été contaminé dans le cadre de votre travail, même si on pourra difficilement l'établir. Mais ce qui est bizarre dans ces recommandations, c'est que les comités régionaux à l'heure actuelle, ils sont essentiellement composés de médecins. Et ces médecins, ils se prononcent sur une question d'ordre médical que je vous ai expliqué, c'est quel est le lien entre la maladie et le travail habituel de la victime. Et là, le gouvernement va donner à ces médecins, dans le cadre de ce comité unique, des recommandations. Il y a une sorte un peu de mélange des genres. Alors bien évidemment, on ne peut pas reprocher au gouvernement d'être mal intentionné. Mais quand même, c'est un peu étrange, ces recommandations. Et dernière chose qui est annoncée dans le communiqué de presse, c'est que dans le cadre de cette procédure simplifiée, aucun taux d'incapacité permanente ne sera exigé. Donc je vous ai dit tout à l'heure, pour les autres maladies hors tableau, il y a un taux de 25%, et bien là, en fait, on ne tiendra pas compte de ce taux de 25%. Alors je voudrais pas anticiper sur une prochaine vidéo que je vais vous faire, mais en fait, ce taux de 25%, selon moi, à mon humble avis, d'accord, il est inconstitutionnel. On n'a pas le droit d'exiger ce taux de 25%, il ne rime à rien, en fait, ce taux de 25%, et à l'heure actuelle, il y a une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, qui a été posée dans le cadre d'un de mes dossiers sur cette question. Donc quand elle sera transmise au Conseil constitutionnel, je vous expliquerai plus en détail ce taux de 25%, mais vous voyez déjà que, a priori, ce taux n'a effectivement aucun intérêt, et c'est pour ça que dans le cadre de Covid-19, on a supprimé cette condition taux de 25%. Donc, avec tout ce que je viens de vous expliquer là, vous avez compris l'intérêt de ce comité unique qui va être créé pour les premières lignes. Alors, on a répondu à pas mal des questions sur les différents pourquoi. Reste deux questions. La première question, c'est quel est l'intérêt de tout ce qu'on est en train de mettre en place ?
Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Eh bien, en fait, l'idée, c'est tout simplement de permettre aux victimes de Covid de bénéficier, en fait, du régime juridique des maladies professionnelles. Ça veut dire que dans ce cas-là, vos frais de soins, ils sont pris en charge à 100%, il n'y a pas de ticket modérateur, il y a une meilleure prise en charge des indemnités journalières. Et enfin, le régime des maladies professionnelles, ça permet en fait de percevoir une rente ou un capital lorsqu'on souffre en fait d'une incapacité permanente. Donc parfois en fait la maladie elle laisse des séquelles et ces séquelles en fait on va les évaluer en fonction d'un taux d'incapacité et ce taux d'incapacité il permet donc de recevoir un capital ou une rente et si jamais même vous décédez de Covid-19, eh bien en fait les ayants droit, c'est-à-dire le conjoint survivant et les enfants vont eux aussi percevoir une rente. L'idée en fait des mécanismes qui sont créés du tableau pour les soignants et du comité unique pour les premières lignes, c'est justement de leur permettre de bénéficier du régime des maladies professionnelles tel qu'il existe à l'heure actuelle. Dernier point qui me paraît assez important d'évoquer, c'est ces solutions-là. C'est des solutions pourquoi ? C'est des solutions pour l'avenir, ça c'est absolument évident, parce que l'article 2 du Code civil nous le dit, la loi elle dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif. Et ce qui est vrai pour le Code civil, ça l'est également pour un décret. Donc un décret, il s'applique à l'avenir et vous voyez que le gouvernement est en train de mettre en place un mécanisme qui sans doute anticipe l'existence d'une deuxième vague de contamination. Donc quand cette deuxième vague va arriver, on l'espère pas, mais en tout cas si elle arrive, en tout cas il y aura tout un mécanisme juridique qui permettra de prendre en charge Covid-19 comme une maladie professionnelle. Mais je vous ai dit ce qui est problématique, c'est comment est-ce qu'on peut faire rétroagir un décret, d'accord ? Et a priori, ça n'a pas l'air de choquer le gouvernement. Quand vous relisez le communiqué de presse, on vous dit le gouvernement prend en compte l'exposition particulière à laquelle ont été soumis les soignants et les salariés pendant la période de confinement. Et là, franchement, je comprends pas. Je sais pas par quel coup de baguette magique le gouvernement va pouvoir faire rétroagir un décret sur une période antérieure. Alors, reprenons le cadre de l'amiante. Dans le cadre de l'amiante, c'est possible. Et c'est même d'ailleurs pas très surprenant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les délais de prise en charge, ils sont de 35 à 40 ans. Effectivement, on pouvait être exposé à l'amiante dans les années 60. Le gouvernement a pu prendre des décrets concernant le tableau des maladies professionnelles liées à l'amiante dans les années 80. Et la victime, elle n'aura sa maladie qu'au début des années 2000. Donc vous voyez bien que dans ce cas-là, le tableau, il existe depuis 20 ans avant que la maladie se déclare. Donc il n'y a pas de problème de rétroactivité. Mais avec Covid, vous avez une période d'incubation qui est de 15 jours, d'accord ? Donc, a priori, toutes les personnes qui ont été contaminées par Covid pendant la période du confinement, eh bien, ça a duré pendant toute la période du confinement et éventuellement 15 jours après le début du déconfinement. Mais à l'heure où le gouvernement fait son communiqué de presse, tous les malades de Covid pendant le confinement, ils sont guéris et malheureusement, certains sont déjà décédés. Mais un décret futur ne pourra pas changer leur situation. À moins qu'on arrive à créer une rétroactivité, mais juridiquement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec l'article 2 du Code civil, c'est pas possible. Donc je vois pas comment ils vont le faire. Et encore une fois, si jamais ils le faisaient, ça serait choquant vis-à-vis des autres victimes. Parce que les autres victimes des maladies professionnelles, tant que le tableau n'existe pas, ils peuvent pas faire reconnaître l'origine professionnelle de leur maladie dans le cadre d'un tableau, ils sont obligés de passer par cette procédure des maladies hors tableau. Donc vous voyez que là, le gouvernement, en fait, à travers son communiqué de presse, il donne l'impression de créer en fait des ruptures d'égalité. Alors Covid, c'est grave, d'accord, mais c'est pas plus grave qu'une maladie comme l'amiante, que la silicose du mineur, etc. Donc ça, c'est ça qui m'interpelle un peu. Et j'en arrive d'ailleurs à mes propos conclusifs. Les solutions actuelles, est-ce qu'elles sont pas suffisantes ? Eh bien, si. À mon sens, elles sont pas parfaites, mais on peut parfaitement, d'ores et déjà, faire reconnaître Covid-19 comme une maladie hors tableau.
Et dans ce cas-là, vous passez devant un comité régional, comme je vous l'ai dit, et si votre taux d'incapacité est supérieur à 25%, vous pouvez obtenir la reconnaissance professionnelle de Covid-19. Donc, le droit actuel, en fait, n'est pas impuissant à permettre la reconnaissance de Covid-19 comme une maladie professionnelle. Il faut tout simplement appliquer l'article 461.1 du Code de la Sécurité sociale, les 3 derniers alinéas. Et c'est d'ailleurs pas très compliqué de faire reconnaître cette origine professionnelle. Pourquoi ? Parce que vous pouvez très bien, par exemple, faire valoir qu'il existe des clusters sur votre lieu de travail. Je pense notamment, depuis le début du déconfinement, on a entendu qu'il y avait beaucoup d'abattoirs dans lesquels tous les salariés étaient contaminés. Bon bah voyez, dans ce cas-là, si vous avez prouvé que sur votre lieu de travail, il y a eu plusieurs contaminations au même moment, ça sera très facile d'obtenir la preuve qu'il y a bien une contamination qui est liée au travail habituel de la victime. C'est aussi facilité grâce à l'identification des cas contacts que fait l'ARS. D'accord ? Dans les clusters actuels, l'ARS, la première chose qu'elle fait, c'est d'essayer de déterminer quels sont les cas contacts. Et bien, grâce au travail de l'ARS, vous pouvez très facilement prouver que la contamination à Covid-19, elle est liée au travail. Donc, vous voyez, à l'heure actuelle, le droit existant et le travail remarquable que fait l'ARS vous permet très facilement de faire reconnaître Covid-19 comme une maladie professionnelle. Donc les annonces du gouvernement, je vois pas comment elles peuvent être rétroactives, c'est utile pour l'avenir, d'accord ? Et c'est des avancées qui sont intéressantes, puisqu'on va supprimer ce taux d'incapacité de 25% pour les malades de Covid, comme on devrait le faire pour tous les malades d'ailleurs. Mais voyez, il y a des avancées dans ce que nous promet le gouvernement. Ça sera certainement très utile pour la suite si on est confronté à une deuxième vague, mais je vois pas très bien comment on peut faire rétroagir ces annonces pour ce qui s'est passé alors que le droit actuel nous permet déjà d'apporter des solutions à ces personnes-là. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve donc très bientôt pour la mise à jour de cette vidéo, de ce podcast, lorsque j'aurai sous les yeux le décret du gouvernement que je ne manquerai pas de vous expliquer. J'espère que ça vous a bien plu. Au revoir.